on commence par Christophe. Donc, Christophe Gachin, il a été avocat, DG du groupe Flow. Et maintenant, il est directeur général de deux sociétés, Bertrand Franchise et Groupe Bertrand. Ce qui peut quand même donner quelques responsabilités. Et 3 milliards d'euros. Hein. C'est ça à peu près. Comment 3 milliards d'euros le groupe à peu près. Un peu plus. Un peu plus. On m'a menti la semaine dernière quand je suis venu dans ce groupe. Donc du coup, Stéphane. Alors Stéphane Fritz, lui, il a fait la Légion étrangère. Donc c'est un dur à cuire. Il a été pendant 17 ans dans tous les métiers de l'immobilier, donc tu connais l'immobilier comme ta poche, voilà, dans la franchise, tu as été développeur, et maintenant tu as quand même réussi à devenir le président de Dioquet. Donc tous les deux vont nous expliquer leur vision de la multi et plurifranchise. Donc là, on a chacun notre tour avec Jean-Louis, donc c'est Jean-Louis qui attaque. Voilà, c'est en bleu. Alors, pour Jean-Louis, c'est bleu turquoise. Moi, j'ai des questions. Voilà. Et pour moi, c'est pas bleu turquoise. Voilà. Allez, en piste. Alors, messieurs, puisqu'on est face à un parterre de multifranchisés, est-ce que la multifranchise, c'est vraiment un choix, un axe de développement pour vos enseignes? Je commence. Alors, la multifranchise, clairement, pour Bertrand Franchise, pour le coup, c'est un axe de développement. Mais c'est surtout en fait des entrepreneurs que nous sommes, qui nous adressons à vous qui êtes des entrepreneurs. Et quand vous êtes entrepreneur, vous avez plusieurs règles, mais une principale qui est de vous développer. Quand on a créé Bertrand Franchise, on s'est dit avec Olivier Bertrand deux choses. La première, c'est qu'on souhaite y adosser un certain nombre d'enseignes, toutes complémentaires les unes par rapport aux autres, pour une seule raison. S'adresser à nos clients, puisqu'en fait, les personnes que j'ai en face de moi, vous êtes nos clients. Donc s'adresser à nos clients et leur proposer un panel d'enseignes qui répondent à toutes les tendances de consommation. On a toujours, mais on a un but ultime. Vous savez que sur une semaine, il y a 7 jours, alors je sais que je le dis beaucoup, mais c'est très parlant. Sur une semaine, il y a 7 jours, et en règle générale, vous mangez au moins 2 fois par jour. Notre but, c'est de faire en sorte que les clients de nos clients, c'est-à-dire les clients de vous, messieurs, dames, les franchisés, viennent tous les jours au sein d'une de nos enseignes sans jamais savoir qu'ils viennent au sein de Bertrand Franchise. Voilà. Et donc, quand on s'adresse à des entrepreneurs comme vous, votre objectif, c'est d'être chef d'entreprise dans une région, localement. C'est de vous développer. Nous, on a une réponse à votre développement, c'est de vous proposer des enseignes qui soient complémentaires, toujours, pour votre semaine. Voilà. C'est un peu le sens de Bertrand Franchise. Donc aujourd'hui, on a 10 enseignes. Et l'objectif, c'est de se dire, eh bien, un jour, vous allez aller manger un pad thai thaïlandais avec pitaya. Le soir, vous irez manger une bonne pizza chez Golfeni. Le lendemain, vous irez manger un bon Whopper chez Burger King. Le lendemain soir, vous irez manger une salade à composer au sein du paradis du fruit, et ainsi de suite. Voilà. Alors, et chez Stéphane, alors comment ça se passe chez Stéphane? Bon, chez Stéphane, il n'y a que 2 marques, on l'a pas dit. Il y a OK Business qui s'occupe de l'activité entreprise et commerce et locaux commerciaux, immobilier d'entreprise, et Guy Hockey, qui est la marque principale aujourd'hui avec 520 agences sur le territoire. Est-ce que la multifranchise, c'est un axe de développement? Je pense que quand on est entrepreneur, et c'est le cas des 520 patrons aujourd'hui dans le réseau, enfin 440 patrons sur 520 agences, une entreprise, sa vocation, c'est de se développer. On le sait aujourd'hui, c'est comme ça, ou c'est en période de stagnation, et après la période de stagnation, il y a 2 étapes, c'est où ça descend, où ça monte. Donc évidemment, le fait d'avoir des multifranchises, c'est un potentiel de développement. On retrouve chez nous beaucoup plus d'agences qui se multiplient dans la même activité, mais on voit, depuis qu'on a lancé depuis 2 ans et demi, lancé l'activité entreprise et commerce, on a déjà sur les 12 cabinets ouverts, 4 patrons d'agences immobilières, qui ont plusieurs agences qui sont venus monter des cabinets au Qualité. Donc oui, parce que ça répond forcément aux besoins de développement d'une boîte. Merci messieurs. Donc, du coup, on a bien compris que ça vous intéressait. En même temps, vous avez créé une structure chez Bertrand Franchise. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs. Parce qu'on savait, voilà, et même Stéphane. Et justement, comment vous faites pour les recruter ces franchisés qui sont prêts à passer le cap
à ouvrir une seconde, une troisième, une 103e ou une 104e, un 104e restaurant. Ça doit être par là, hein, Kamel. 105, ah ouais, dès que t'aimes de tourner avec ses gosses, voilà. Et donc, du coup, t'es incroyable, toi. Donc, comment vous faites pour les détecter, pour les recruter? C'est quoi votre secret? On va peut-être commencer par Stéphane cette fois. Il n'y a pas de secret déjà, on recrute les gens en développement, tous les gens qui font des services développement le savent. Le développement c'est d'abord et avant tout une opportunité, plus qu'une grande tactique, même si le marketing vous dit le contraire. Non, c'est pas, il y a des étapes. C'est pas 103 ou 110 comme Kamel, j'entends. Déjà ça démarre par 1 pour commencer. Et comment on va à 2? On sait qu'il y a une étape de 1 à 2. Et ensuite c'est encore une autre étape. 2, 3, 4, c'est une autre étape encore. Et après, 103, c'est une usine. Hein. Donc là, à ce moment-là, c'est tellement structuré, vous pouvez en rentrer 40 chez Kamel, ça ne changera pas. Aujourd'hui, c'est de 1 à 2 que le problème, ou en tout cas, que l'accompagnement se pose. Avoir sa propre boutique, même faire 800, 900 000 balles dans l'immobilier, c'est déjà un chiffre important. Et d'avoir envie de monter une deuxième, c'est son organisation. En règle générale, les gens qui se trompent déshabillent Paul pour habiller Jacques. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc le passage de 1 à 2 nécessite des besoins de fonds de roulement, une assise financière nécessaire, des hommes pour pouvoir accompagner, et une vraie formation et un accompagnement du franchiseur pour accompagner de 1 à 2. Je suis extrêmement attentif de 1 à 2, moins de 8 à 9 à 10. Quelqu'un qui a déjà 8 boutiques, il va en ouvrir de plus, qui les ouvre. Je sais qu'il est structuré pour ça. Et chez Bertrand, alors? Eh bien, c'est vraiment la même chose que chez Guy Hockey, hein, pour le coup. On ne raconte pas ce qui existe. Avant toute chose, c'est une aventure humaine. Donc, comment on fait pour recruter des candidats franchisés? Nécessairement, on va à leur rencontre dans les régions, notamment, dans les départements. On va les rencontrer, on va rencontrer les entrepreneurs. Là où Stéphane a raison, c'est que la difficulté, mais c'est comme quand vous créez une famille, la difficulté, c'est de passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. C'est-à-dire que, je vous disais en introduction, qu'on est là pour répondre à nos clients, que sont les franchisés. Mais on est là aussi pour bien les accompagner. Ça veut dire que lorsque on souhaite répondre à leur demande de ouvrir, on se doit premièrement, de trouver des aubergistes. Parce que dans la restauration, je connais que la restauration pour le coup, mais dans la restauration, la qualité première, c'est d'aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, je ne vous recommande pas d'aller dans la restauration. La deuxième qualité, c'est d'aimer le management. Parce que quand vous ouvrez un restaurant, c'est entre 15 à 80 personnes en fonction des enseignes, donc il faut savoir manager. Et ensuite, être restaurateur aubergiste d'un restaurant, c'est pas la même chose que d'être aubergiste de 2 restaurants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir s'entourer, il faut savoir manager, déléguer, il faut savoir se structurer, s'organiser. C'est comme nous, au sein de Bertrand Franchise, on comprend bien que c'est pas la même chose que d'aller diriger 10 enseignes ou diriger une enseigne. Il faut se structurer, s'organiser, bien s'entourer et ainsi de suite. Mais c'est la même chose avec finalement des franchisés qui sont comme nous, des entrepreneurs. Parfait, Jean-Louis. Alors, vous avez déjà un petit peu répondu à la question que je voulais vous poser, mais on peut peut-être détailler un petit peu. Moi, j'ai vécu dans des réseaux où les franchisés ont grossi. 2, 3, 4, 10. Et parfois, j'ai l'impression que le franchiseur n'a pas tout à fait saisi le changement de dimension de ses franchisés. En fait, le franchisé qui a 10 petits points de vente, il a un petit peu les mêmes problèmes que le franchiseur, à une taille plus restreinte. Est-ce que ça, vous l'avez analysé? Est-ce que vous avez changé votre management des franchisés quand vous savez que vous avez 30% de franchisés qui sont multifranchisés? Alors nous, aujourd'hui, sur à peu près 370 franchisés, on en a 170 pour la partie Burger King, donc la partie restauration rapide, et 200 sur la partie casual food. Et en fait, ce dont on s'aperçoit déjà, c'est qu'on a établi des règles. Dans une organisation, il faut quelques règles. Pas beaucoup, mais quelques règles. La première d'entre elles, c'est que chez Burger King, par exemple, c'est jamais plus de 10 restaurants. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est qu'à un moment donné, je vous l'ai dit au départ, c'est qu'on veut des aubergistes. Un aubergiste doit être dans son restaurant. Quand en fait vous avez un franchisé qui n'est plus dans ses restaurants, à un moment donné, ça se ressent automatiquement quand vous regardez les clients, la clientèle. Donc ça, c'est important. Sur la partie casual food, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on regarde évidemment le développement
et on fait en sorte de ne jamais dépasser un certain nombre. Parce que, à nouveau, vous venez de le dire, c'est que ça peut paraître simple d'ouvrir des restaurants, mais c'est très très dur de les exploiter. Et donc les exploiter, ça veut dire à nouveau avoir des superviseurs, des directeurs de région. C'est comme nous en fait. Hein. Nous on dit toujours, par Bertrand Franchise, on offre la possibilité à des franchisés qui le souhaitent, parce que tout le monde ne souhaite pas être multifranchisé. La force, nous, de ce que l'on propose, c'est que pour nous, il y a 3 catégories d'entrepreneurs. Vous avez des entrepreneurs qui vont être mono-enseignes, donc ils vont choisir une seule enseigne, un seul restaurant. Des entrepreneurs qui vont être mono-enseigne, multi-sites, donc dans la même enseigne plusieurs sites, et puis des entrepreneurs qui vont être multi-franchisés, donc exploiter des restaurants sous des enseignes différentes. On offre cette possibilité-là. Mais, vous voyez, quand je vous disais que les franchisés sont nos premiers clients, on a une obligation à leur égard, c'est de bien les accompagner. Ah oui, mais ça paraît simple, mais en fait c'est extrêmement important. Un franchisé se doit d'avoir un franchiseur fort, mais qui les accompagne au quotidien. Ça veut dire être sur le terrain tout le temps, pouvoir les accompagner, pouvoir les aider sur certains domaines. C'est bien pour ça, je pense en tout cas, que les franchisés ont choisi d'aller au sein de la franchise. Autrement, ils auraient été indépendants. Ils auraient créé leur propre marque, leur propre concept, pourquoi pas. Mais d'aller au sein d'une franchise, c'est de bénéficier d'un concept fort et d'un savoir-faire de restaurateurs, parce que nous sommes avant tout des restaurateurs, pour pouvoir accompagner les franchisés. Alors, tu as la même question pour Stéphane. Oui, évidemment qu'on adapte notre management et notre accompagnement en fonction des projets. Après, 500 boutiques, c'est pas non plus General Electric, quoi. C'est très de proximité. Moi, je connais tout le monde dans le réseau. Quand on voit des situations comme déjà, le développement, on le bloque, c'est nous qui validons les contrats de franchise, donc on a envie d'écouter les projets. Quand ça passe de 1 à 2, on est extrêmement attentif. Je disais, les besoins en fonds de roulement, les hommes, le projet, le pacte d'associés, donc on est très accompagnant sur ça. Et quand ça commence à s'emballer, évidemment, on regarde systématiquement. Je m'ai dit, de 1 à 2, c'est un nouveau projet. De 2 à 3 et 4, c'est encore un nouveau projet. Comment on l'accompagne? Tu parlais tout à l'heure des aubergistes. Évidemment que la confiance en termes de management, elle prédomine. Mais il y a quelque chose qui est différent entre quelqu'un qui a une boutique et qui tient son équipe dans sa boutique et quelqu'un qui va gérer plusieurs points de vente. Ça s'appelle, c'est quelque chose de très très difficile en management et c'est pas donné à tout le monde. Ça s'appelle la délégation. Et ça, croyez-moi, si vous mettez 10 patrons autour de la table, la délégation, 8 sur 10, ce sera un problème. La délégation, c'est ce qui fait d'un patron un multi-patron. C'est la possibilité de déléguer. Et ça, accompagner quelqu'un en termes de management et de mindset sur la délégation, c'est pas chose aisée. Donc de temps en temps, on va parfois un peu plus vite, ça ouvre, et on verra ensuite. Mais évidemment, pour répondre plus clairement à la question, on accompagne en fonction des projets. Tu avais fini les questions? Non, mais surtout que Arcana aide à déléguer, hein, parce que c'est... Mais je crois qu'ils ont des outils vachement pointus en food. Ah mais je pense ça fait je longtemps pense qu'ils étaient pour le devant- labor cost, etc., pour les achats, c'est longtemps qu'ils sont hyper pointus. En fait, tu te souviens quand on a fait le premier multi-unit, c'était la veille du Covid. On avait fait ça dans un bureau de Boulogne-Billancourt. Et tu étais venu présenter à Fredmag et il y avait des franchisés Waffle et tout ça. Et ils t'ont dit, mais nous, on a déjà ça. Tu te souviens? Ça, La productivité, on connaît. mais nous, on sait faire ça. Les gars du textile qui se foutaient. C'est un peu ça sert à quoi? Ben, ça sert à rien. Voilà. Moi, j'avais une question pour vous deux. On va commencer par Stéphane. Alors, vous l'avez un peu dit aussi, mais j'aimerais qu'on pousse un petit peu la bécane parce que ici, on est dans le multi-unit forum et en fait, il y a des gens qui ont beaucoup de magasins, mais il y en a aussi comme un ou deux ici qui se posent la question. Tu vois, par exemple, à Las Vegas, sur le multi-unit franchise conférence, les speakers, ce sont des franchisés qui vont expliquer, par exemple, de 0 à 50, comment je fais. Voilà. Donc, moi, ma question par rapport à ça, plus précise, comment être efficace dans le pilotage de ces points de vente? Parce que, en fait, t'en fais un, il gagne de l'argent, donc t'en fais un deuxième. Donc, tu fais un bureau, tu fais un IPO, ou chez toi, tu fais une agence GeoK, ou une OK Business, ça peut être aussi intéressant. Donc, il en fait un, il gagne de l'argent, et ça lui permet de faire le deuxième, et ainsi de suite. Donc, comment vous faites, avec vos directeurs de région, vos animateurs, comment vous faites pour les accompagner là-dedans? En tout cas, ceux qui souhaitent, j'ai bien compris. Hein. Là, on va les laisser sur un solo bureau, c'est parfait. Et comment vous faites, comment vous les rendez efficaces dans le pilotage des points de vente? Parce que c'est aussi votre travail. Stéphane, tu veux commencer?
Oui, il faut écrire les projets. Encore une fois, tout le sujet du multisite, c'est la délégation et savoir s'entourer. Il y a plusieurs choses. Si les gens veulent s'associer, ce qui est souvent le cas, on associe un de ses collaborateurs pour pas le perdre, on va monter une agence avec lui, il va avoir 30 points, 50 points, on accompagne dans tout, les besoins en fondement, l'écriture du projet, le montage de la société, c'est simple, mais on fait la différenciation entre le 50-50, le 30-50, ce qui est l'ordre de la société, et le pacte d'associés qui va faire la production et ensuite le partage de l'actionnariat, c'est quand même deux choses. Et puis après, encore une fois, on est fait. Moi, je suis un franchiseur. 17 ans, je suis franchiseur. C'est pas moi qui fais le boulot dans les boutiques. Donc, on leur apprend à se passer nous aussi. Et ça aussi, c'est une force en termes de formation que d'accompagner un franchisé jusqu'à son autonomie. Parce que le système de la franchise, il est tellement accompagnant que parfois, on peut mettre le franchisé sous dépense, ce qui est jamais une bonne chose. Donc, pour résumer, on leur explique comment ils peuvent se passer de nous. Christophe? Bah, c'est un peu pareil, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que... Les secteurs sont complètement différents, mais c'est pas... Ouais, mais ça reste de la franchise. Donc, à nouveau, le point commun de toutes ces conversations, c'est qu'on s'adresse à des entrepreneurs chefs d'entreprise qui deviennent franchisés. Donc, nous, notre rôle, c'est d'être franchiseur. Maintenant, dans le métier de franchiseur, effectivement, on n'est pas là pour faire le travail à la place d'un franchisé. Et d'ailleurs, c'est bien normal, puisque le franchisé est chez lui. Et donc, à nouveau, le franchisé, le chef d'entreprise, c'est pas notre collaborateur. On n'est pas là pour dire, bah tiens, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. La franchise, c'est un métier de management d'influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter les meilleurs conseils et le meilleur accompagnement pour que le franchisé puisse, dans son restaurant ou dans ses restaurants, évidemment, servir au mieux ses propres clients. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner opérationnellement pour que celui-ci puisse évidemment avoir des bons chefs en cuisine, hein, parce qu'à nouveau, la restauration, c'est vrai que c'est pas du tout le même métier que l'agent immobilier, où il faut des restaurateurs, des chefs, du management, des personnes en salle. Donc il y a l'expérience client, il y a le service client, et puis il y a savoir préparer à manger. Nous, en tant que franchiseurs, on se doit d'avoir des process faciles, parce qu'à nouveau, lorsque l'on va sur de la franchise, il ne s'agit pas d'aller expliquer à des franchisés qu'on va faire des plats compliqués. Parce que demain, si on commence à faire des plats compliqués pour les franchisés, ça peut être un problème, parce que vous le savez que localement, il y a des difficultés de recrutement, il est difficile aujourd'hui de trouver des chefs en cuisine. Donc nous, en tant que franchiseurs, on se doit d'y apporter les meilleures cartes, les meilleures opérations marketing, pour faire en sorte que les franchisés localement puissent avoir le plus de clients possible. Donc je le redis, hein, ce qui compte, c'est le franchiseur qui accompagne, le franchisé qui est dans ses restaurants, ou quand il en a plusieurs, s'organise et s'entoure pour faire en sorte, comme je vois le groupe BK ou je vois la Chine, notamment en face de moi, mais ce sont des franchisés multi-enseignes, et c'est vrai que ce qui les caractérise tous les deux, c'est de bien s'entourer, d'avoir des bons superviseurs, d'avoir de bons directeurs de restaurants, de diffuser ce qui est l'essentiel, la base, mais il faut quand même avoir en tête, c'est l'expérience client, le service client, le sourire, et faire en sorte qu'en cuisine aussi, on puisse les accompagner pour que les chefs puissent reproduire au mieux les cartes. Je voulais ajouter quelque chose, Stéphane. Oui, parce qu'on est franchiseur et franchiseur, on se parle entre nous, on n'est pas avec les clients finaux, on est entre nous. Quand je disais, on fait tout en sorte pour que le franchisé il se passe de nous, c'est vrai et à moitié. C'est la frustration d'un franchiseur, c'est de ne pas être utilisé. Et on voit souvent la corrélation de l'utilisation de la marque et des outils qu'elle propose, et ça c'est à vous d'aller les chercher, d'utiliser à outrance la marque, et on voit une corrélation de l'utilisation de la marque et de tous ces outils à la réussite. Je suis sûr que les multifranchisés, en tout cas chez nous, les multifranchisés, c'est ceux qui nous consomment le plus. C'est ceux qui prennent le plus de formations, ceux qui utilisent les opérations marketing sans se poser de questions. Les opérations marketing, vous en faites 10 dans l'année, il y en a 3 qui sont à chier, quoi. On peut avoir un avis dessus, mais on s'en fout, on fait tous ensemble. Les meilleurs, ils font les 10 et ils se posent 0 question. Eux, ils déroulent, ce qui s'occupe, c'est de leur boutique, leur management. Donc, en ce sens, il y a une responsabilité individuelle, comme dans les tauliers, chacun de sa boîte, il y a une responsabilité individuelle forte quant à consommer l'autre et nous occuper de vous. Je pense qu'un franchisé, quand il vient au siège, il trouvera toujours les réponses à ces questions, pour autant qu'il vienne les poser. C'est intéressant, ça, cette notion de consommer le franchiseur, en fait.
Alors moi j'étais chez Atoll, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, j'étais directeur commercial de 700 et quelques magasins. Nous on appelait ça les dégourdis chez nous, voilà, juste pour le thème. À toi de faire, il y a une question qui arrive derrière qui va encore appuyer un petit peu. Christophe l'a indiqué tout à l'heure, vous cherchez des restaurateurs, même si ils sont plusieurs. Des aubergistes. Des Aubergistes. Et des gens qui aiment les gens. aubergistes. Est-ce que vous attendez tous les deux, est-ce que vous donnez une place particulière aux multifranchisés? Et est-ce que vous en attendez un retour particulier? Est-ce que vous allez avoir une relation particulière avec eux? Est-ce que vous attendez des retours en particulier, des retours d'expérience? Est-ce que vous attendez un peaufinement du savoir-faire? Est-ce que vous attendez des choses de ces gens-là? Alors, est-ce qu'on attend d'eux quelque chose de différent d'un franchisé mono-site ou... Non. C'est-à-dire que tout franchisé est traité de la même façon, qu'il soit mono-enseigne ou multi-enseigne. En tout cas, en ce qui nous concerne. Mais il est vrai que ce que l'on demande à un franchisé multi-enseigne, c'est de nous aider à faire mieux. Je m'explique. Quand vous êtes franchisé multi-enseigne, vous êtes confronté à une situation relativement simple, c'est que vous avez différentes enseignes, donc différents acteurs. Donc différentes, parfois, méthodes. Nous, Bertrand Franchise, l'objectif, c'est de faire en sorte que le franchisé multi-enseigne ait la même culture. C'est-à-dire qu'il ait un franchiseur en face de lui qui ait la même culture sur toutes les enseignes qu'il exploite. Et parfois, c'est vrai, hein, je l'avoue, comme on a créé Bertrand Franchise en juillet 2023, on n'a pas été forcément formidable au début pour tout faire correctement. Et donc parfois, il y avait, je pense, à Achille ou Kamel ou d'autres, forcément, ils avaient donc les enseignes au bureau, avec les équipes au bureau, puis l'enseigne Hippopotamus avec les équipes Hippopotamus, puis Wolfony. Et donc parfois, forcément, ils recevaient 3 courriers pour le même sujet. C'est idiot, mais ça veut donc dire que nous, en tant que franchiseurs, d'une certaine façon, il faut qu'on s'améliore, parce que le franchisé doit avoir un seul acteur en face de lui, évidemment avec des marques totalement identitaires et complémentaires les unes par rapport aux autres, mais des process évidemment similaires. Donc ce que j'attends d'un franchisé multi-enseigne, c'est d'avoir la transparence et l'honnêteté de pouvoir le dire. Parce qu'à nouveau, si on ne fait pas tout bien, comme on a quand même des clients en face de nous, on doit être encore meilleur. L'exigence, c'est extrêmement important. C'est important de l'avoir pour nous-mêmes, mais c'est important de l'avoir à l'égard de nos franchisés. Parce que je le redis, et je le dis tous les jours au sein du groupe Bertrand, les franchisés, ce sont nos clients. Non, c'est pas, vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Quand vous avez l'esprit client, vous êtes toujours tourné vers le service client. Donc c'est évidemment ça que j'attends d'un franchisé multi-enseigne. Un franchisé mono-enseigne, il n'a qu'une enseigne, donc c'est différent. Mais autrement, le traitement est le même, quel que soit le franchisé. L'exigence, du coup, c'est pareil chez Stéphane, je pense. Ouais, on n'est pas par contre sur la même longueur d'onde. Non, c'est pas pareil pour nous de traiter un gars qui te fait 10 bars et puis l'autre qui te fait 300 000. Forcément, c'est pas pareil. On va attendre de celui qui fait beaucoup de choses. Déjà, on va l'intégrer beaucoup plus dans nos décisions parce qu'il est partie prenante et qu'on va se servir de sa réussite. On va l'éclairer aussi, on va lui demander d'intervenir, de dire comment il fait, on va le faire témoigner. On va le mettre un peu plus en avant parce que c'est aussi ça la franchise, c'est le mélange et le partage. C'est pas que le franchiseur en descendant le franchisé, c'est tout le partage entre vous. Moi je trouve que les réunions régionales sont beaucoup plus riches qu'un discours descendant d'un des dirigeants du groupe. Quoi. Donc c'est tout ça, on va animer et évidemment on va mettre en avant les réussites, qu'ils soient des franchisés, mais aussi de leurs collaborateurs. On a des collaborateurs ultra performants, on va demander comment tu fais. Alors, après, on se prend de temps en temps les pieds dans le tapis, parce que les ultra performants ne font rien comme demande le franchiseur. Ce qui est un paradoxe, c'est le moyen, il fait tout comme dit le franchiseur, celui qui fait rien, il fait rien de ce qu'on dit, et celui qui performe, il fait, j'ai envie de vous dire, on a l'habitude de dire, avec ou sans vous, il l'aurait fait de toute façon. On peut monter et descendre en tant que marque. Donc il y a un moment donné un rapport qui est différent forcément avec nos performeurs. Je connais un rapport d'argent pour le caricaturer, mais le rapport aux meilleurs, les 10-15 meilleurs du groupe, sont forcément traités un peu différemment et utilisés comme ils nous utilisent. Parfait, on va arriver à la fin de cette première table ronde. Bon, moi je trouve qu'ils ont été plutôt transparents, ils nous ont dit ce qu'ils pensaient.
Mais j'ai une dernière question quand même, pour vous, juste avant de partir et de faire rentrer. Donc on aura Kamel, Alexis et Rani. C'est quoi un bon multi-franchisé? Joker. Qui fait de l'oseille. Ça sert à ça une boîte, ça sert à rien d'autre. Ça sert pas à, tu vois, il va pas faire un musée dedans, donc ça sert à faire de l'oseille une boîte. Ah, mais voilà, il a raison Stéphane. Enfin, comment vous pouvez qualifier un bon franchisé d'un mauvais franchisé? Il y a différentes raisons. Le bon franchisé, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui est dans ses restaurants, directement ou indirectement, mais en tout cas, voilà, qui délègue bien, et quelqu'un qui a mis sa culture au sein de ses restaurants. À nouveau, c'est ça un bon franchisé, c'est ça un bon entrepreneur, c'est ça un bon chef d'entreprise. Voilà, il faut bien à un moment donné comparer. On est dans un métier où forcément il y a des bons, il y a des moins bons. En règle générale, et c'est pour ça que je me permets de réinsister, quand on va dans la restauration, mais dans tout métier de service, il faut aimer les gens. Déjà, c'est quand même le critère majeur. Si vous aimez les gens, a priori, vous serez un bon restaurateur. Merci messieurs, je pense qu'on peut les applaudir. En plus, ils ont pris leur temps précieux pour venir nous expliquer ça. Merci beaucoup, hein. Vraiment, vraiment à tous les deux, merci. Super. Pour les franchisés, c'est top d'avoir accès à ces patrons inspirants. Alors là, on va appeler les autres stars, les franchiseurs, les franchisés. On va remettre les Césars à Kamel pour le 105e, parce que je ne savais pas. La dernière fois que je suis au téléphone, dans les 103. Moi, je comprends plus rien dans ce truc. Allez, Kamel, Rani, et il est où Alexis? Il est là, bien, Alexis, s'il te plaît. Alors, il faut qu'on rajoute une chaise, par contre. Pas de souci, on va le faire. Voilà, on est parti pour une petite demi-heure. On a aussi des questions à vous poser, chacun à votre tour. Par contre, là, au lieu d'être deux, vous êtes trois. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, faire assez court dans les réponses. Alors, les micros sont là. Il y a un micro aussi. Voilà. Et donc, c'est le même principe. Hein. Donc, je vais vous présenter assez rapidement. Bon, Kamel, on a dit, hein, l'homme aux 105 restaurants sur Mulhouse. À Kingersheim, ça t'appartient la rue, non? Ça. Voilà, Kamel, qui est le plus gros franchisé responsable de France. Tu veux dire un mot là-dessus sur ta présentation ou ça te va? Ça te va? Ok. Bon, en tout cas, tu devais arriver ce matin à 10h40, tu m'as appelé, tu m'as dit est-ce que ça va être bon? Je dis non, ça va faire trop tard. Ok, j'ai un dimanche soir. Merci Kamel. Alexis, lui, est en prêt-à-porter. Alors, je n'ai pas réussi à avoir un multi-franchisé en service, ça m'aurait bien plu. Et Alexis, donc, il est passionné de musique. Ça se voit, hein, d'ailleurs, on voit bien le. Je crois qu'il a une grosse moto aussi, hein, où il a fait une partie de sa carrière. Il est très spécial, Alexis. Commencez pas à être dissipé, les gars, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Tu es président de la NFC, Association des multi-franchisés du commerce. Donc, il y a une quarantaine de membres, à peu près, pour 300-400 magasins. Donc, c'est une sacrée responsabilité, en plus, c'est gratuit. Enfin, en tout cas, tu n'es pas payé. Et tu es plurifranchisé dans l'équipement de la personne, avec une vingtaine de magasins, dont la moitié chez Okaidi. C'est ça? Par enfant. Exactement. Voilà. Et ensuite, Rani. Alors, Rani, c'est le chouchou, Rani. Rani m'a dit quoi? Je vais t'aider Kamel? Tu me fais le plus beau cadeau du monde. Oh, faux. Il m'a dit ça, parce qu'il n'osera jamais te le dire. Et donc, du coup, Rani, lui, il a dirigé des très très gros McDo. C'est quelqu'un de très gentil. Vraiment, c'est un mec adorable. Il a été directeur commercial, directeur de développement des vins pianos. Il a aussi travaillé chez Woko avec Mine. Hein. Et il est pluri aussi multi-franchisé en foot dans le département 42 en Brésil-Boutéon, où il a Mine, Cassis et Basilicanco. C'est correct? Ok, allez, maintenant on y va, c'est à toi. C'est pour toi la première question à ces messieurs. C'est juste une question de chauffe. Hein. Est-ce que l'envie de développer, d'ouvrir des magasins, de devenir vite multifranchisé, est-ce que c'est quelque chose qui vient tout de suite au début ou est-ce que c'est quelque chose qui vient petit à petit? Qui veut commencer? De toute façon, ça change chacun votre tour. Hein. Alex? L'envie de développer, ça vient tout de suite au début.
c'est un parcours du combattant pour les premiers ans. Ce que vous me dire selon. Voilà. C'est un parcours du combattant au départ et l'envie de développer depuis jamais en fait. On est des entrepreneurs et dès qu'on a des opportunités, puisque c'est un métier d'opportunité, on saisit les opportunités qui s'offrent à nous. Donc oui, ça ne quitte jamais. Allez, Kamel, à toi. Bon, déjà, je voulais déjà vous remercier de nous accueillir. Jean-Louis, je le connais bien. Emmanuel aussi, donc merci Jean-Louis, Emmanuel. Je voulais aussi féliciter Christophe et Stéphane pour leur prestation. Franchement, c'est... Il est trop fort. Non mais franchement, j'ai adoré la prestation de Stéphane et Christophe. Je voulais saluer aussi les collègues, je ne sais pas, Bart, il est là. Voilà, Bart, il est là-bas, Pokawa, ouais. Voilà. Et dis donc, j'ai une question, j'en profite, parce que comme tu félicites Stéphane, il va te choper après. C'est comme tu ouvres beaucoup de restaurants, tu peux ouvrir une agence immobilière au business. Non, je reste dans mon domaine. Ah d'accord, ok. Si tu veux pas faire de diversification conglomérale. Ok, d'accord. Non, moi, quand j'ai commencé à l'époque, il y a très longtemps, dans des garages, j'avais pas cette vision. J'étais déjà très fier du premier, mais je pensais pas que j'allais continuer à faire cette carrière. Au début, j'étais focalisé sur le produit, le service et l'image, comme on dit. Et j'étais déjà fier et heureux de commencer comme j'ai commencé. C'était en quelle année, Kamel? C'est en 91, le 17 septembre 1991. C'était le 17 septembre. Oui, alors pour répondre à votre question, moi très rapidement, comme l'a dit Emmanuel, j'ai eu la chance de développer plutôt au départ des enseignes, des petits concepts, petits restaurants, 20-25 restaurants par franchise. Donc j'ai eu toujours cet intérêt de passer d'enseigne en enseigne. Dès que je me suis lancé, donc il y a très peu de temps, moi je me suis lancé il y a 6 ans en franchise, très rapidement l'envie d'être plurimalimé, de passer du burger à la pizza et d'autres univers. Aujourd'hui encore, je suis très intéressé quand j'échange avec les collègues de chez Club Café ou d'autres enseignes qui se présentent. Donc oui, il y a cette envie de découvrir. Et puis comme tu l'as dit en introduction, je voulais revenir dessus. Moi j'ai la chance d'être aujourd'hui à côté de Kamel. J'ai un peu Nadal ou Federer quand je me lance au tennis, donc tu vois, je suis très impressionné. Et en plus, j'ai l'impression d'être pour une fois poids plume à côté de lui. Je parais pour vous presque maigrichon, c'est assez rare pour moi. Je suis très content, entre Emmanuel et Kamel, je suis bien placé, donc je passe un très bon moment. Voilà pour répondre plus sérieusement à la question. Merci. C'est à moi là de poser la question qui va appuyer, où je vais faire rebondir Jean-Louis, parce que c'est vrai que tu es un petit peu schizophrénique aujourd'hui, toi. Bah, tu as 3 trucs. J'ai 3 trucs. Tu étais patron du dev, Ouais. tu es multi-franchisé, Ouais. tu as affilié plutôt, parce qu'en fait, tu portes pas le stock de tes magasins, Non. et tu es entrepreneur avec Arcade Mag. Oui. Donc je vais te faire rebondir, parce que je ne sais pas si tu arrives à avoir des congés dans une semaine, mais je vais te faire rebondir après. C'est une volonté de départ, ce qui vous arrive là tous les trois. Est-ce que c'était une volonté de départ parce que vous étiez globalement tous les trois salariés, peu importe, fonction publique ou pas? Est-ce que dès le départ, il y a quelque chose, il y a une graine d'entrepreneurial qui s'est révélée? Kamel, si tu veux commencer. Moi, j'ai eu un parcours un peu spécial. Et j'étais à l'armée, j'étais engagé. Et malheureusement, j'ai dû quitter l'armée. Et sur la route de Castres à Mulhouse, quand je suis rentré, c'était la seule fois où j'étais pas très très bien. Et je me suis dit dans ma tête, je voudrais plus jamais que ma vie dépende d'autres personnes pour les décisions que je dois prendre. Je voulais plus que ma vie dépende de la décision d'autres personnes. Et la seule manière de réussir à créer quelque chose pour soi, c'était de dépendre de tout ce que je fais du matin au soir. Et de plus avoir la peur, la crainte que quelqu'un d'autre prenne la décision à ma place. Donc c'est la chose que je peux vous dire à tous, en tant que franchisé ou opérateur, c'est que vous devez être sûr tous les matins, quoi que vous allez faire dans votre vie,
même par rapport au chemin de vie que vous allez choisir, c'est que tout ce que vous faites, ça dépend de votre personnalité, de votre volonté à créer quelque chose, que ce soit petit, moyen ou grand. Mais la seule chose où vous pouvez être fier, c'est que vous êtes votre patron et que personne ne prendra une décision, quelle qu'elle soit, à votre place. Et pour moi, ça a été la première et la seule chose que je pourrais retenir de mon parcours, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais personne qui prendrait une décision à ma place. Après, ça ne veut pas dire travailler ou collaborer avec des personnes, mais ça veut dire que votre destin vous appartient à vous et n'appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est la chose qu'il faut retenir dans votre parcours. Voilà. J'ai pas tout à fait le même parcours. Moi, mes parents étaient commerçants et moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait de chez Pontoise et j'ai monté plusieurs entreprises avant d'arriver finalement au pur et multi-franchise. J'ai rejoint l'entreprise familiale en 2008 et avant j'ai eu une vie d'entrepreneur dans la musique, notamment dans des labels de musique. Et j'ai repris du coup le parcours de mes parents qui ont démarré commerçants, indépendants et qui ont rejoint la franchise en 97 avec le contrat Camailleux, le prêt-à-porter. Et on démarrait cette aventure sur la franchise. C'est peut-être ce qui m'a permis également d'aller vers ce domaine, parce que je n'étais pas super emballé par l'indépendance, aller chercher des fournisseurs, faire les achats et le textile pur. C'était pas ma vocation première en fait. J'ai vu ça toute mon enfance, j'ai vu la difficulté que c'était et je pense que c'était pas vraiment pour moi. Par contre, manager, gérer de l'entreprise, grandir dans ce contexte-là était beaucoup plus intéressant pour moi par rapport à mon parcours personnel. Et donc voilà, j'ai repris l'entreprise familiale, je l'ai réorganisée complètement pour pouvoir dupliquer et pour pouvoir manager des équipes et grandir comme ça. Une fois, on avait discuté tous les deux, je t'avais venu te voir dans le 95, sur l'île Adam et tout ça. Et je t'avais dit, mais pourquoi tu ne deviens pas franchiseur, tu te souviens? Je me souviens. Voilà, parce qu'on parlait d'une de tes enseignes qui est dans la salle. On va se faire choper, là, c'est pas grave. Et tu m'as dit, mais attends, moi je veux pas. Tu m'as dit, m'emmerder. Je veux pas m'emmerder avec les achats, je veux pas m'emmerder avec la com, c'est pas mon boulot, c'est le boulot de mon franchiseur en fait. C'est ça que tu me dis. C'est ça, je suis plus manager dans l'âme que acheteur. Et donc, voilà, j'ai vraiment trouvé cette philosophie de management et d'entrepreneur à travers la franchise, ça me correspond parfaitement bien. Je confirme, il a d'excellents DM, directeur de magasin, je le confirme. Rami, et toi? Oui, alors moi c'est un peu différent aussi. Moi depuis tout petit, je vendais des sandwichs quand j'avais 15 ans, je vendais des beignets au bord de la plage. En fac, mon seul souci, enfin je rappelle à Lyon 3 en fac de droit, c'était de monter une petite cafette, de vendre des croissants. Donc je pense que j'avais ça dans l'âme depuis espèce. En espèce, je préférais, je vous cache pas, je préférais le cash. Bon, à l'époque, il y avait moins de carburant. Non, plus sérieusement, puis après, quand je suis rentré chez McDo, c'est vrai que j'ai fait une carrière très sympa, mais ma priorité, c'était d'être franchisé McDo. Les choses ont fait que finalement, j'ai pris d'autres voies, notamment, comme tu l'as dit, Woko vers Piano. J'ai toujours voulu créer, mais en étant assisté. Et c'est ce que j'apprécie dans la franchise. Que ce soit avec les enseignes ici présentes, c'est vrai qu'on va plus vite, plus loin. On n'est pas des experts métiers, vous l'avez dit, on ne peut pas être bon au niveau des achats et tout. Et j'ai toujours eu ça dans mon ADN, et je trouve que la franchise me l'a bien rendu. En fait, ça fait trois propositions inspirantes complètement différentes. Et j'ai envie de me tourner vers Jean-Louis, parce que, bon, moi je sais comment tu gagnais, je passe au courant, mais je sais comment tu gagnais quand tu étais directeur d'affiliation. Je peux pas balancer là, parce que franchement, c'était plutôt très élevé. Et tu le méritais, je pense. Mais du coup, parce que c'était quand même vachement bien, Bon Manoir. C'est un super groupe, il y a une logistique top, etc. Comment tu fais là pour toi aussi, tu es salarié, tu gagnes bien ta vie, tu payes rien. Tu as une bagnole, tu la payes pas, tu payes rien.
tu sors ta carte bleue. Non mais c'est vrai, c'est les franchisés d'ailleurs qui payent ton salaire. D'ailleurs, T'es je me d'accord. souviens que Kamel me l'avait rappelé chez Domino's. Ah oui, non, mais c'est C'est vrai. moi qui te ta bagnole. Voilà, c'est eux qui payent ta bagnole, en fait. Hein, on est d'accord. Donc, du coup, comment ça se passe? Tu gagnes bien ta vie, tu as une vie où tu rencontres des gens, des multipleries notamment, sur lesquels bon, on a des gros, quand même, level de discussion. Et tu deviens affilié. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour faire vite, je pense qu'on est. Je pense que la moitié des directeurs de développement rêvent de basculer. Je pense. Et moi, j'avais déjà ça en moi. J'avais une activité d'indépendant pendant 5 ans. Je n'avais pas réussi à développer cette activité dans l'immobilier à l'époque, avant de rejoindre Domino's. Et en fait, pourquoi j'ai rejoint Domino's? Parce que de bosser avec des patrons indépendants, c'était le gros kiff pour moi. J'adorais bosser avec eux. Ils me challengeaient à mort. Je confirme, c'est un kiff, hein, les multi. Non, mais je kiffais d'être dans un milieu de patrons indépendants. Et le milieu de la franchise m'a convenu tout à fait. Je savais qu'un jour je basculerais. Simplement, j'ai entendu dire qu'il y a 2 types d'entrepreneurs. Alors, je pense qu'il y a un seul type, mais il y a deux entrées. Toi, Kamel, tu as vu ton risque, tu es un risqueur. Tu n'avais rien, tu as dit je risque. Moi, j'ai été un opportuniste. J'ai racheté un de mes franchisés. Et je voulais aller aussi, donc j'ai développé la boîte. Donc quelque part, j'ai commencé à basculer dans le risque. Et puis j'ai monté mon outil de gestion pour magasin, où là, j'ai pris tous mes risques tout seul. Donc voilà, je dirais que je suis un entrepreneur plus accompli aujourd'hui qu'au début. Mais voilà, on rentre dans le métier de l'entrepreneuriat, soit parce qu'on est un risqueur, soit parce qu'on est un opportuniste. Je ne suis pas parti de rien, j'ai racheté quelque chose qui existait, je l'ai développé et j'ai essayé ensuite de structurer. Top. Et tu peux garder le micro parce que c'est à toi de poser la prochaine question. Je peux poser la question. Elle est soulignée Oui, sur ton oui, papier. Je voulais savoir, dans votre croissance, tous les trois, est-ce qu'il y a eu 1 ou 2 moments clés dont vous pouvez vous souvenir? Tiens, le jour où j'ai acheté mon 3e restaurant, le jour où je suis rentré dans le groupe Bertrand, le jour où... Est-ce qu'il y a 1 ou 2 moments clés dont vous vous souvenez en particulier? Alors oui, si je veux commencer, quand on n'a que 2 restaurants, je vais être le plus petit plurifranchisé de la salle, je pense, et le deuxième, c'est le moment le plus important. Le premier, c'était un moment important, je me lançais, je ne savais pas si j'allais continuer avec une enseigne, ou partir en multi ou en pluri. L'ouverture du deuxième, ça a été vraiment un grand changement. Moi, je me rappelle très très bien. En plus de monter en food court, donc côte à côte, les 2 établissements sont ensemble. Il y a eu des discussions avec les 2 franchiseurs, qui avaient toujours peur qu'on déborde d'un côté ou de l'autre. Donc c'était vraiment un moment important, aussi lourd, peut-être aussi difficile que l'ouverture du premier. Et moi, le deuxième m'a fortement marqué. Mais je dis ça parce que j'ai que 2 restaurants. C'est comme les enfants. On se rappelle bien des 2 premières naissances. Mais je vais laisser quand même parler peut-être son expérience. Et c'est Sony. Moi, mon expérience, c'était d'être franchisé avec des fondateurs. Moi, c'était ça. C'était quand j'ai rencontré Tom Manahan, à l'époque Domino's Pizza. Voilà, c'était des personnalités qui étaient très fortes et qui étaient les fondateurs de leur boîte. Donc moi, je suis toujours très attaché aux fondateurs, que ce soit Tom Manahan, que ce soit Olivier Bertrand avec le groupe Bertrand, que ce soit avec Starbucks avec Howard Schultz, que ce soit Paul avec Maxime Holder, avec la famille Holder. Je suis quelqu'un qui est attaché aux fondateurs et je me retrouve dans l'image du fondateur parce que ce sont des fondateurs qui ont construit des véritables empires et qui sont toujours à la tête de leur entreprise. Et ça, c'est extraordinaire pour un franchisé de pouvoir se reconnaître face à des gens qui ont construit des carrières énormes. Et c'est quelque chose qui est véritablement rassurant parce que ce sont des personnalités comme Alberto Toradozzi avec Alsea, ce sont des personnalités qui vivent au quotidien auprès de leurs franchisés et de leur réseau. Et donc pour un franchisé, c'est véritablement, c'est comme quand tu sautes en parachute, tu as ton parachute dorsal et ventral, et tu as la sécurité du ventral, parce que le fondateur, il est avec le groupe. C'est pas inspirant, et c'est des gens qui ont des visions sur 20, 30, 40 ans,
et qui emmènent leur groupe vers le haut. Donc du moment qu'eux ils montent, toi tu montes avec eux. C'est pas des opportunistes. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui saisissent le réseau comme une opportunité et eux ils prennent le réseau comme une affaire de vie. Ce sont des gens qui vivent avec leur groupe. Et ça, pour moi, ça a été toujours un critère des plus importants, c'est le fondateur. Alex, merci. L'aventure humaine est très importante, effectivement, et la rencontre avec les fondateurs sont effectivement très importantes. On a besoin d'avoir une vision sur du long terme et effectivement de suivre les marques avec lesquelles on existe, on coexiste. Moi, pour ma part, c'est la MSC qui a été un game changer pour moi. La MSC, c'est l'association multi-franchise du commerce. C'est une association qui a été fondée à l'époque de Camaïeu. Quand Camaïeu a eu quelques petits problèmes, les franchisés se sont regroupés en association. Et c'est une association qui existe encore et qui s'est ouverte. À l'époque, il n'y avait vraiment que des franchisés de Camaïeu. Et finalement, c'est devenu une famille et de rencontrer des personnes qui ont, comme on fait là aujourd'hui en fait, mais ça n'existait pas quand j'ai démarré. Rencontrer des personnes qui ont le même vécu et qui m'ont montré finalement la voie sur le pluri-multi-franchise, ça m'a permis de me donner une trajectoire, de m'imaginer dans ce domaine. Donc oui, peut-être c'est ça. Donc toi, c'est la création de la MFC. Notre ami Kamel, c'est la rencontre avec son premier franchiseur, l'homme. Ce qui est important pour les franchisés qui investissent, c'est par rapport à une histoire qui est créée. Et c'est là où vous devez être le plus attentif. C'est que nous sommes des investisseurs et nous investissons dans la franchise ou dans la marque auquel on croit. C'est par rapport aussi à la vision qu'on a et par rapport à la force qu'a le franchiseur. Donc le fondateur qui a monté son groupe, et donc c'est là où le franchisé rentre dans la partie parce qu'il a aussi un lien d'entrepreneur avec le fondateur. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour un franchisé? C'est d'apprendre un matin quand il se lève dans le journal que la marque auquel il a investi, le fondateur auquel il a cru, eh ben, il a passé le bébé à quelqu'un d'autre. Et ça, et on se sent comme utilisé pour faire monter la marque. Et c'est là où il faut être le plus attentif dans les marques de franchise. C'est avec qui vous allez vous marier véritablement. Est-ce que ce sont des gens qui ont une vision? Parce que le franchiseur, quand on entend avant Christophe et Stéphane, le franchiseur demande aussi aux franchisés quelle est sa vision, quelle est sa perspective de développement, etc., etc. Mais nous, en tant que franchisés, on a aussi le droit, pas de demander, parce qu'il fait ce qu'il veut de sa marque, mais aussi de déceler la personne qui est là pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui va vous accompagner dans votre développement. Le pire, c'est que de se lever le matin et de savoir que cette personne ne fait plus partie de la marque, parce que la marque, elle a beau être très forte, mais le fondateur, il est bien plus fort que la marque, parce que c'est lui qui va emmener la marque là où vous allez vous investir. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment que vous arrivez à déceler chez le franchiseur. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous emmener vers la réussite? Ou quelqu'un qui va vous utiliser pour sa réussite? Bon, alors c'est deux choses, non mais excuse-moi, c'est deux choses quand même qui sont importantes. C'est vraiment important. Est-ce qu'on va vous utiliser pour leur réussite ou est-ce qu'on va vous utiliser pour la réussite d'un ensemble de personnes? Soyez extrêmement attentifs à ça. Alors justement, hop, tu fais le pont avec la... C'est pour ça que j'ai pas voulu te couper. Hein. J'ai vu que tu montais, j'ai laissé la montgolfière partir. Alors, comment justement, ça c'est super important ce que vous dites, comment vous chargez parce que vous avez tous plein d'enseignes. Toi tu en as 34, toi tu en as 2, et toi tu en as combien? Une dizaine.
Donc, comment, l'année dernière, tu nous avais parlé d'Instagram, je me souviens de ça. Tu me dis, je ne prends pas les enseignes qui sont Instagrammables. Tu m'avais dit ça, hein, quelque chose comme ça, d'approchant. Alors, justement, bah, réponds-nous, et après, on va passer à, voilà, à Rally. Comment vous choisissez ces enseignes? Pourquoi tu as ligne quasi, pourquoi tu mets les pizzas à côté? Dans mon cas, on verra comme ce sujet Instagrammable, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ces marques un peu volatiles, je dirais, et puis, comme tu l'as dit, des marques avec des fondateurs plus forts. Pour en revenir à l'histoire, moi, de Nicasier et Basilica & Co, c'est des valeurs en commun. Voilà, les deux enseignes, même si c'est des petites enseignes, c'est 25 restaurants pour l'un et 70 restaurants pour l'autre, c'est des enseignes qui sont attachées à des valeurs de terroir, à des produits de terroir. Les deux ont des fondateurs historiques, que ce soit Laurent Bassi, voilà, les deux sont toujours là pour l'instant. Ils sont encore présents, c'est quelque chose qui m'avait plu. C'était des petits groupes régionaux, plutôt en Rhône-Alpes, où j'exploite, je dirais. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces enseignes. Mais ça aurait pu être beaucoup d'autres enseignes. Je reviens sur Club Café, c'est toujours le même fondateur qui est là depuis le début et je le croise chaque année au salon. Je vois beaucoup d'enseignes ici, on retrouve les mêmes fondateurs. C'est un peu comme toi, quand il y a une histoire un peu authentique. Que j'ai voulu rejoindre ces réseaux. Voilà. C'est aussi ce qui m'a animé quand j'ai accompagné Woko, etc., parce qu'il y avait des fondateurs. Mais je repasse la parole à Kamel parce que je pense que cette notion de marque un peu du moment, je dirais, qui passe, est importante pour les choix d'investisseurs, enfin, pour les investisseurs qui décident de s'engager, parfois sur 7 ans à minima, je crois, 10 ans. Parfois, En fait, un franchisé cette année, en moyenne, d'après l'étude annuelle de la Banque Populaire et de la Fédération, il reste 13 ans en moyenne avec son franchiseur. L'année dernière, c'était 12. Donc on a gagné un an. Grosso modo, c'est un renouvellement de contrat. Voilà. Donc tu as les produits à table 7 ans et puis ça renouvelle. Kamel et puis Alexis. Ce que je voulais dire sur Instagram, c'est que beaucoup de franchises se basent que sur les followers qui sont sur Instagram. Mais ça ne suffit pas aux franchisés. Moi, si je vois qu'il y a 1 million de followers sur Instagram, c'est pas ce qui va me faire investir 300, 400, 500 000 euros ou 1 million d'euros. Donc il faut aussi séparer la perception et la vision qu'a le fondateur par rapport à... Maintenant, s'il commence à vous parler de son Instagram en premier, là, faites attention. Parce qu'en fin de compte, ce qui nous tient à nous, dans la restauration, moi je l'ai appris, j'ai eu la chance d'être dans une belle école avec Domino's. Ce qui nous tient à nous, c'est que le franchiseur nous parle du produit, du service, de l'image de son restaurant, de la vision, de sa stratégie, et après qu'il vient sur Instagram. Mais aujourd'hui, on vous vend Instagram parce que j'ai 2 millions de followers, j'en ai 3, j'en ai 2000, je ne sais quoi. Mais ça ne fait pas venir les clients chez vous. C'est qu'une image. C'est qu'une image. Mais la véritable chose qui fait venir les gens, c'est quand le fondateur vous parle véritablement de son produit. Qu'est-ce qu'il va mettre comme produit dans l'assiette? Quel fournisseur il a référencé? Quelle image il va mettre dans le restaurant? Quel service il met en place? Quelle technologie il va mettre en place? C'est ça les fondamentaux. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Mon fondamental, moi, si ça se dit comme ça en français, c'est pas de savoir s'il est fort sur Instagram. À la limite, je m'en tape, quoi. Parce que c'est pas ça qui va faire que mon client, il va venir dans mon restaurant ou dans mon établissement. Si mon client vient dans mon établissement, c'est par rapport à un produit, par rapport à une ambiance, par rapport à une force marketing, par rapport à une image. C'est ça qui va faire gagner mon client. Maintenant, qui me regarde sur Instagram ou qui voit une belle image sur Instagram, vous savez comme moi, on peut tout mettre sur Instagram, sauf pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie Instagram. Donc il faut, en tant que franchisé, qu'on arrive à percevoir la force du réseau. Et la force du réseau, c'est un réseau qui est structuré, organisé pour que le franchisé puisse exploiter son restaurant correctement. Gagner de l'argent, comme l'a dit avant Stéphane et Christophe, et qu'il soit accompagné par des équipes professionnelles, comme l'a dit aussi Christophe et Stéphane. Je vais reprendre leurs mots parce que leurs mots et leurs phrases sont parfaitement justes. Mais c'est pas parce que quelqu'un a 2 millions de followers que vous allez être le roi du pétrole. Parce que si c'était ça la vérité, on le saurait tous. Et on n'aurait pas commencé comme on a commencé. Donc attention à ces images qu'on veut vous vendre, mais qui valent zéro. Croyez-moi, ça vaut rien. Merci Kamel. Alex, tu veux
Dire un mot là-dessus aussi? Dans le, dans le prêt-à-porter, j'ai envie de dire il y a- en réponse à cette question, si tu m'avais interrogé il y a 20 ans, je t'aurais dit c'est une rencontre humaine. Une rencontre humaine avec quelqu'un qui a une vision de sa marque. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut non seulement qu'il y ait une vraie vision de la marque, mais aussi une excellente connaissance du client. En fait, je dirais même plus, c'est plus la rencontre avec une clientèle qui va m'intéresser, parce que le commerce est extrêmement complexifié ces derniers temps. On a des charges qui ont vraiment augmenté et nos exploitations, les battages, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre en fait. Et ceux qui vont s'en sortir, c'est des personnes qui ont et la vision de la marque, une excellente connaissance de leur clientèle et une très bonne gestion de leur entreprise, avec effectivement les outils qui vont bien. Il faut accompagner, être omnicanal. Enfin, ça demande vraiment beaucoup de technicité. Donc voilà, j'ai effectivement regardé la structure du groupe et savoir si tous ces éléments sont cochés pour pouvoir investir de l'argent dedans. Merci. Donc on a parlé d'argent, on a parlé de valeur, on a parlé de relations humaines avec un fondateur qui a une vision. Et en fait, on a à peu près tout le panel. Alors moi, je me permets de résumer combien ça coûte, combien ça rapporte et comment je vais m'entendre avec ma tête de réseau. Voilà. En gros, enfin, en général, ce que vous nous dites, parce que vous savez qu'on a une communauté très forte de gens comme vous, qu'on a voulu un mot là-dessus, parce que tout à l'heure, je n'ai pas présenté le MUF. Le Multi-Unit Forum, pour moi, c'est un think tank avec un cercle de gens qui sont pareils et qui ne sont ni des franchisés lambda, mais qui ne sont ni non plus des franchiseurs. Pour moi, c'est ça, il n'y a pas vraiment de statut. On a créé un statut à des personnalités aspirantes comme vous l'êtes. Alors, comme on est très en retard, Jean-Louis me faisait une proposition. On a beaucoup parlé de la diversification, de la croissance. Tout à fait. Je ne sais pas si la réponse peut être très rapide ou pas. Vous êtes développés tous à des niveaux différents. Et on sait que sur le chemin du développement, il y a l'échec. Qu'il faut surmonter, qu'il faut dépasser. Est-ce que vous avez un exemple, juste me mentionner en disant, voilà, j'ai dû surmonter, il y a quelque chose qui aurait pu être bloquant, il y a quelque chose qui aurait pu me faire tomber, mais j'ai surmonté. Parce qu'évidemment, pour tous ceux qui veulent se développer ici, c'est-à-dire tout le monde, on sait que le succès n'est pas garanti à 100%. Comme disait Kamel tout à l'heure, c'est plus la vision à long terme qui doit l'emporter, mais tout de suite, là, il y a parfois des difficultés. Il y a des gamelles, quoi, il faut manger. Est-ce que vous avez l'exemple comme ça à nous partager d'une difficulté qui aurait pu être bloquante, pas bloquante, que vous avez surmontée? Oui, moi, enfin, l'étape peut-être la plus difficile, mais comme souvent la plus formatrice, je dirais, ça a été le Covid, puisque le Covid est arrivé, moi, 9 mois après l'ouverture de mon premier établissement. Comme vous disiez, moi, j'étais dans le développement, je lance mon affaire en 2019 et 9 mois après, parce qu'on a tous, je pense, majoritairement vécu la fermeture des établissements de manière assez rapide. Mais alors, sur le coup, quand ça nous tombe dessus, ça fait mal, hein. On pense que le monde s'arrête, le monde s'est arrêté d'ailleurs. Je n'étais pas le seul à le penser. Mais plus sérieusement, il faut rapidement être résilient, il faut trouver des solutions, il faut être malin aussi, il faut s'adapter, pas baisser les bras et se dire c'est peut-être une épreuve qui va lancer un peu ma nouvelle aventure d'entrepreneur. Et pour faire simple, ça a été vraiment le moment le plus difficile, je pense, mais le plus formateur et finalement celui que j'ai peut-être le plus apprécié dans ces quelques années d'exploitation. Rani, est-ce que tu t'es dit, parce que je connais ton histoire, j'arrête tout. J'en ai marre, j'arrête tout, tant pis, les crédits, c'est pas grave, je m'en fous. J'arrête tout, j'en ai marre, j'ouvre, au bout de 9 mois, c'est la merde, mon bailleur est pénible, tout ça. Est-ce que tu t'es dit, j'arrête tout? Alors, la tentation peut être grande, mais franchement, jamais. Jamais. Et pourtant, quand on a 9 mois d'exploitation, comme tu l'as dit, les crédits courent sur 7 ans, tu te dis, même si je vends, aujourd'hui, si je vends, ça vaut 10 euros, pendant le Covid, il ne faut surtout pas vendre, Voire zéro. Voire zéro, même les 10 euros, on ne vous aurait pas donné à l'époque, je pense.
Un investissement de quasi 5 millions, 1 million 2 environ 1 million 100. Donc on vient d'investir 1 million 100, c'est ma première affaire. Non, vraiment jamais. J'ai eu la chance aussi d'avoir une équipe extraordinaire qui me disait mais bon, on va pas rentrer chez nous dormir et on va aider, on va être là, etc. D'avoir aussi, pour le nommer, M. Desjoyaux, qui est mon propriétaire, Mon bailleur, qui est bailleur, franchiseur. Voilà, tu parlais des grands hommes, et M. Desjoyaux, alors je sais pas si c'est l'instant, je crois que l'instant de salon, je suis pas sûr, mais c'est quelqu'un qui nous a accompagnés, donc c'est locataire en tout cas, en tant que bailleur. Voilà, bon, avec les banques, ça a été difficile comme avec tout le monde, mais voilà, on s'en sort et on se dit, il ne m'arrivera plus jamais rien. C'est possible qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, que ce soit l'Ukraine, que ce soit l'inflation, que ce soit. C'est des petites crises maintenant. On a vécu le Covid, donc je sais que quoi qu'il se passe, j'espère en tout cas, on va toucher du bois, comme on dit, qu'on arrivera, grâce à cette expérience, à les surmonter. Donc tu as le mental quand même. Hein. Comme vous voulez. Je te rejoins beaucoup sur le Covid. On a vécu la même chose, mais je peux vous dire ça a accéléré un gros problème qui nous emmène en ce moment même, en fait, dans le prêt-à-porter, dans un moment qui est extrêmement délicat, avec le direct Chine, avec une concurrence un peu plus déloyale en ce moment sur le prêt-à-porter. Donc j'ai envie de dire qu'on est bien dans la difficulté là, en ce moment même. D'ailleurs, on fait le tour du salon et on voit bien qu'il n'y a plus beaucoup de prêt-à-porter. Donc c'est vraiment un moment où on va voir d'ici quelques temps qui s'en est sorti, comment il s'en est sorti. C'est pas simple, il faut être résilient, il faut se remettre sur ses bases et se réapproprier aussi le commerce, la relation avec les gens au quotidien. Ce qui est pas forcément évident quand on est pluriroutine. Il faut retourner dans les magasins, accompagner les équipes, refaire en fait du commerce quelque chose d'assez simple dans un monde extrêmement complexe. Je pense que c'est un marché qui est très challengé en ce moment. Donc on verra comment ça va évoluer. Je suis assez confiant et il faut être très résilient. Kamel, toi? Des erreurs, des échecs? Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai eu aussi des échecs, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important qu'il faut garder, c'est est-ce qu'on a la force tous les jours de continuer à faire ce qu'on a envie de faire dans sa vie. C'est ça le plus important. C'est pas de savoir si on a perdu hier, si on va perdre peut-être demain ou après-demain. Ça fait partie d'un parcours. C'est quand vous choisissez d'être franchisé ou franchiseur pour certains, eh ben, dites-vous qu'il y aura beaucoup d'obstacles, qu'il y aura beaucoup de difficultés, qu'il y aura plein de choses à surmonter, il y aura des mauvais et des bons moments, et que si vous n'êtes pas prêt à prendre le mauvais, vous ne serez jamais capable d'avoir le bon. Donc en tant qu'entrepreneur, on doit être suffisamment fort mentalement pour monter la montagne et se dire que sur le chemin, vous allez rencontrer différents obstacles. Alors, que ce soit le Covid, que ce soit les guerres, ça peut être tellement de choses, ça peut être la santé, ça peut être un problème ou pas familial, plus ou moins important. Il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver dans une vie qu'on ne peut pas tous les calculer. La seule chose qu'on sait, c'est que le matin, quand on se lève, on écrit sa propre histoire. Et cette histoire, elle sera faite de moments bons et de mauvais moments. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez arrêter de créer votre histoire. Donc, soyez prêts à être confrontés chaque jour à des problèmes. Et si vous êtes prêts dans votre tête, eh ben, tous les jours, vous serez encore meilleur. Parce que votre cerveau, il va être entraîné à comprendre et à analyser le problème. Et si vous n'avez pas de problème, c'est que vous n'avez pas de vie. Et si vous avez un problème, c'est que vous êtes en vie. Donc, essayez tous les jours de vous lever avec une mentalité de dire je ne vais peut-être pas tout réussir, je ne vais pas faire, je vais pas atteindre ma cible peut-être ce matin, mais je vais l'atteindre le lendemain. Et c'est en avançant que vous allez pouvoir continuer à construire votre parcours. Et si dans votre parcours vous avez des moments difficiles, eh ben vous serez entraîné pour les surmonter. Voilà, c'est ce qu'on appelle
les chemins d'une vie, on n'aura pas tous la même, on n'aura pas tous les mêmes problèmes, mais on aura tous le même mental. Est-ce qu'on est capable d'affronter les problèmes? Et si on est capable de les affronter, comme le disaient mes collègues, eh ben, le champ des possibles est ouvert. Simplement, c'est une question de mental. Autrement, on ne peut pas réussir dans sa vie, c'est pas possible. Merci. Merci à vous. Merci Kamel. Alors, on va bientôt pouvoir aller manger, boire un coup, etc. tous ensemble pour discuter de manière un peu plus personnelle avec nos 3 nominés au César de la franchise. Du coup, moi j'avais la dernière question. En un mot, alors tu viens de donner un conseil, Kamel, sur les problèmes, mais là, en un mot chacun, qu'est-ce que vous voulez donner à nos amis qui sont là? Je rappelle, il y avait 160 inscrits. C'est quoi le conseil? Un seul conseil. Là, ils veulent repartir, ils vont repartir avec dans leur poche. Je te vois, tu vas l'avoir. T'écoutes. C'est quoi le dernier conseil? Là, le conseil que vous avez donné et qu'ils vont retenir parce qu'ils vont partir avec celui-là. Donc c'est THE conseil. Et après, on va. Ah, c'est dur. Alors, je rappelle que c'est Camille Boulat, la journaliste de Franchise Expo Paris, qui nous a aidé à faire cette question. Donc, je n'ai aucune responsabilité par ailleurs sur celle-ci. Non, ben, je vais me lancer, je vous laisserai comme ça réfléchir. Moi, je crois un peu dans la continuité de ce qui a été dit, ben, c'est qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et qu'il faut croire en ses rêves, il faut oser, il faut se lancer. Beaucoup se posent des questions, est-ce que je rejoins telle franchise? Est-ce que je fais tel projet, que ce soit d'entrepreneuriat indépendant, sous réseau de franchise? En effet, il faut bien choisir son partenaire. Mais je pense qu'à un moment, enfin, je vois la moyenne d'âge, là, à peu près. Je veux dire, les gars, on va pas encore avoir 200 ans d'exploitation devant nous et de projet. Donc, s'il y a un projet qui nous a plu pendant ces salons, pendant ces jours avec nos amis, dans les échanges, ce que vous avez pu voir dans la presse ou de vos yeux, en allant voir des points de vente, moi, j'aime cette notion d'aller voir des points de vente. Osez, allez-y, on n'a qu'une vie, faites-le. Faites-le, allez-y. Osez, merci, Rami. Merci. Alex? Mon conseil, c'est de pas se rapprocher des franchisés, de parler avec des franchisés, des personnes qui ont déjà des réseaux. Si vous vous intéressez à une marque, n'hésitez pas à pousser les portes, demandez qui gère la franchise et vous aurez forcément un bon accueil du franchisé actuel. Ça vous donnera également un bon retour sur ce qu'il vit en ce moment. Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur la marque? Est-ce que c'est pas le bon moment? Parler un peu de backpage, des choses qui... voilà. En tout cas, aller chercher la vraie donnée, la vraie data sur l'exploitation que vous imaginez. Merci Alex. Le mot de la fin pour Kamel? Moi, c'est tout simple, c'est vivez la vie que vous voulez pour vous et vivez-la comme vous le désirez, parce qu'on est tous uniques et chacun a une vision de la vie. Chacun doit respecter la vision des autres et la vie des autres. Et à titre personnel, vivez la vie que vous voulez pour vous et pas au travers du regard des autres. Des échecs, vous en aurez, des problèmes aussi, et du bonheur, je vous en souhaite beaucoup à tous. Voilà. Merci à vous. Merci Kamel. Jean-Louis, tu finis? Ça va être dur, hein. Je peux pas rajouter grand chose. Je pense à un truc. Je pense qu'il faut un peu de chance dans la vie pour réussir. Et ce que j'ai dit à mes enfants, c'est que la chance, c'est les rencontres. Donc ça tombe bien aujourd'hui. Je pense que c'est un moment de rencontre. Donc voilà. Et puis partez, pour ceux qui n'ont pas d'outils, partez bien équipés. Vous tapez Arcade Mag sur YouTube et vous verrez exactement comment ça peut vous aider. Voilà. Merci Rami, Kamel, Alex, merci vraiment beaucoup pour votre temps que vous avez donné aux enseignes et puis aussi aux autres franchisés. Merci vraiment du fond du cœur.